je propose qu'on... Alors, il y a plusieurs personnes qui ont dit qu'elles ne pourraient pas venir parce qu'elles ne voulaient pas s'exposer au transport et tout ça. Donc, elles m'ont demandé de mettre l'enregistrement en ligne. Je pense qu'il n'y a pas de... Hein, on ne va pas dire des choses... voilà. Donc, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table. Donc, on a commencé avec Anne Chassel, peut-être là, rapidement. On est parfaitement à l'heure. Non, on est très bien. On n'est pas en retard. Non. Donc, je suis sociologue. J'ai fait mon doctorat avec Étienne. Je travaillais sur l'immigration colombienne en France. Et ensuite, j'ai eu un poste à l'université en Colombie, où je suis restée à Bogota pendant presque 9 ans. Et de retour, je suis en train de me réorienter professionnellement pour travailler, pour diriger des établissements qui accueillent des mineurs isolés étrangers. Quelque chose que je fais depuis la fin de ma thèse, les accompagner. Donc, voilà. Alors, je suis Léa. À Paris, j'étais coordinatrice d'un réseau national d'associations de femmes issues de l'immigration. C'est ainsi que j'ai connu Étienne et Regard. Et maintenant, ça fait 8 ans que je suis dans le Gers, avec un changement de vie. Je continue à tisser des liens, mais comme j'ai dit tout à l'heure, autrement, parce que je suis tisserande. Et je continue aussi à m'engager autrement. Des très beaux tissus malgaches. Non, mais il faut le dire quand même, il ne faut pas hésiter. Et aussi une application politique locale. Bonjour. Voilà, dans un petit village. Escornebeuf s'appelle. On est 570 habitants. Peut-être, venez vous asseoir là. Donc, Catherine Sultan, donc moi je suis magistrat, j'ai connu Étienne il y a 20 ans, peut-être plus, peut-être que c'est quand j'étais jeune magistrat et qu'on s'intéressait, enfin qu'on se posait déjà on se posait la question de... En fait, moi j'étais maître de conférence à l'école de la magistrature et il fallait travailler sur l'interculturalité, comment aborder ces questions avec les jeunes juges des enfants, parce que moi j'étais juge des enfants. Et je me souviens d'avoir rencontré Étienne qui intervenait devant les jeunes juges. Moi j'étais plutôt dans l'animation, et donc c'est les premières rencontres avec lui à Paris puis à Bordeaux. Et puis ensuite j'ai été sensibilisée à ce qui a été... à l'expérience parisienne du tribunal pour enfants de Paris, à laquelle j'ai pu m'associer, mais un peu après, parce que je suis arrivée à Paris plus tard, avec Alain Bruel et Étienne Leroy, sur donc le travail sur l'intermédiation culturelle au tribunal pour enfants de Paris, qui a été une expérience très très riche, très marquante pour ceux qui ont participé et qui a... su après, alors avec des hauts et des bas, mais qui perdurait dans d'autres tribunaux, donc avec un aspect à la fois pratique et réflexif, co-animé par des juges et donc des intermédiateurs et sous votre vigilance. Enfin, je crois que c'était un partage. Il ne faut pas être trop modeste non plus, c'est grâce à toi que l'opération a pu continuer au tribunal pour enfants de Créteil. À Créteil, on a continué et mené ça avec des collègues. Enfin, ça demande toujours une implication, un effort, donc c'est vraiment un travail constamment recommencé, puisqu'il faut présenter la démarche, demander à des juges de sortir un petit peu de leur sillon pour pouvoir mieux adapter les réponses éducatives et judiciaires aux enfants. Donc voilà, donc après, moi j'ai travaillé avec Stéphane en Colombie, d'une manière un petit peu... Non, c'était avant même, c'était avant. Enfin, c'était 95. Ouais, c'est à peu près à la même époque en fait, à peu près, enfin ça voilà, sur d'autres projets. Donc c'est comme ça que j'ai accompagné, enfin que je suis aussi à... Tu m'as associé à Regard depuis le départ. Tu as bien voulu t'y associer. Et maintenant, moi je préside la cour d'assises à Paris, donc...
c'est un petit peu plus à distance de ces questions, mais pas tant que ça. Enfin, Pas tant que ça, mais je pense que mettre des intermédiateurs, faire intervenir des intermédiateurs culturels en cour d'assises, c'est peut-être pas encore tout à fait gagné. C'est pas mûr. C'est pas encore. On est pas pour moi, encore là. c'était Encore là. voilà, c'est un compagnonnage très très fort. Marie-Claire Armato, 4 formateurs à l'école d'infirmière de Gonesse, ingénieur pédagogique, et j'ai connu Monsieur Leroy au travers Regard, en participant à différentes réunions. Et on a plusieurs projets pédagogiques. Et en ce moment, normalement, il y avait un des étudiants infirmiers avec lequel on travaille sur l'impact de la diversité culturelle aux urgences de l'hôpital de Gonesse, et qui a été réquisitionné, qui n'a pas le droit de sortir parce que, bon, voilà, pour les questions de coronavirus, il m'a envoyé un mail hier, il ne peut pas se déplacer. Enfin, c'est un travail quand même intéressant sur justement comment les urgences gèrent ou ne gèrent pas la question de la diversité culturelle. Alors, moi je suis déjà venu à l'association Regard, il y a de cela un petit bout de temps, c'était à l'époque à Malher. Donc évidemment j'ai connu Étienne Leroy à travers le master d'anthropologie du droit que j'ai fait avec Madame Gilda Nicolo. D'accord. Et Monsieur Leroy a été, en l'occurrence aussi pour moi, un passeur puisque... Il reste une place, c'est pour moi. Il y en a une autre là, c'est bien pour Regard. Hein. Comment? C'est bien pour Regard. Hein. Pour? C'est la réunion de 10h30. Laquelle? Il y a plusieurs. Non, c'est pas ici. C'est l'autre salle au fond là-bas. À l'accueil, ils me disent la salle 3. Oui, mais ici c'est la 3 bis. Ici c'est la 3 bis. Je m'excuse. Je vous en prie. Pardon, vous appelez Monsieur Radaoudi. Et donc Monsieur Leroy a été un passeur, puisque l'année où j'étais en master de droit à Paris 1 avec Madame Nicolo, Monsieur le recteur Alliot est décédé cette année-là. D'accord. Il m'a donc permis, puisque que je transmette les vœux de Monsieur Randjev, qui a été le premier recteur de l'académie de l'académie, excusez-moi, de Tananarive, et qui a succédé en l'occurrence à Monsieur Alliot, que j'avais transmis les vœux à l'époque, qu'il avait transmis lui-même à la famille de Monsieur Alliot. Très bien. Ben, merci beaucoup d'être venu. Merci. Donc vous recevez régulièrement les... Ah, je vous lis, oui, régulièrement. D'accord. De toute façon, Parce que j'ai des problèmes, comme j'ai changé de logiciel, je ne sais pas qui reçoit, qui ne reçoit je plus. les reçois toujours. D'accord, merci. Donc, Nicole Arnoudon, je suis actuellement responsable de la formation continue à l'Université de Paris-Nanterre. J'ai connu Étienne par rapport à Stéphane qui a soutenu sa thèse à l'université, où moi aussi je préparais une thèse à l'époque en sciences de l'éducation. D'accord. Dont tu nous as parlé dans un samedi de regard sur la question de la scolarité en Guyane. Voilà, exactement. Voilà. Et vous trouvez la trace sur le site de... Moi, Jacqueline Leroy, donc je suis sociologue. J'ai beaucoup travaillé avec Étienne. J'ai suivi, bien sûr, son parcours intellectuel. Et je vous remercie d'être là parce que il a beaucoup de témoignages d'amitié. Et donc, pour lui, l'intermédiation culturelle, c'était vraiment une des expériences les plus riches qu'il ait eues de toute sa vie universitaire. Ça représentait énormément pour lui et souvent il en parlait, donc j'espère que ça va continuer. Que le flambeau va être pris. Au moins que la réflexion qu'il a initiée et qu'on a initiée avec Regard puisse être voilà, relayée. Au moins ça, oui. Tout à fait. Françoise Lanzon, alors moi je suis pédiatre retraitée. J'ai connu Stéphane au Centre international de l'enfance dans les années 90. À Tahiti. À Tahiti, oui, en particulier. Et j'ai été ensuite médecin de PMI dans le 19e et le 10e jusqu'en 2013. Voilà, donc j'étais en relation avec les juges des enfants, c'était compliqué en tant que pédiatre, c'était un monde qu'on ne connaissait pas obligatoirement quand on faisait pas de PMI. On apprenait ça et malheureusement, je vous rejoins bien tard, bien que Stéphane m'envoyait toujours les invitations, mais voilà, je vous rejoins tard, mais je suis non. et aussi
J'ai lu quelques écrits d'Étienne et voilà, ça m'a plu beaucoup. Bonjour, Florent May. Donc moi je connais Étienne par Jacqueline et Karine. Oui, voilà, c'est le beau-frère de Karine, de ma fille. D'accord. Et à propos des... Enfin, je repensais aux échanges, c'est vrai que je redécouvre là plus depuis une semaine, 10 jours, les écrits d'Étienne, Oui. notamment sur les communs, sur la propriété. Enfin, ça m'occupe dans le métro récemment, parce qu'on avait pu échanger sur ce thème, et très intéressant. J'ai un parcours en histoire, à l'école de hautes études, où sur des thèmes plus sur l'histoire des sciences et l'histoire des techniques. Et ce qui m'intéressait dans le thème aujourd'hui, c'était en tant que je suis formateur conseil dans la restauration collective, donc une grande entreprise de main-d'œuvre avec des publics très très variés, très diversifiés. Donc la question du management, notamment de la diversité, on l'utilise dans nos formations, que ce soit par rapport à toutes les cultures qu'on peut rencontrer, mais aussi le management de femmes avec des publics plus masculins, et comment c'est perçu. Donc l'intérêt que j'avais trouvé pour ce matin. Très bien, merci beaucoup. Oui. Oui, ce qui est bien, c'est une pensée particulière. Oui, bien sûr. C'est grâce à Stéphane que j'ai pu mettre un pied dans Regard. Et à cette occasion, j'ai rencontré Étienne Leroy et je l'ai rencontré. C'est-à-dire que j'ai le souvenir absolument ému ce matin de l'accueil qu'il m'a réservé, incroyable, de gentillesse, les bras ouverts littéralement quand il me voyait au début. Je sais pas d'où ça lui venait, pourquoi j'avais cette chance d'être comme ça acceptée à ce point dans un lieu qui n'est pas forcément le mien, qui n'est pas juste parce que la question m'intéressait, parce que son travail, j'ai découvert son travail à ces occasions-là, ses livres, son travail sur le commun, il m'a fait voyager en Afrique, au Canada, enfin, et c'est l'intérêt de sa pensée, de la générosité et l'investissement dont il faisait preuve qui ont fait que j'ai été régulièrement à Regard, tout le temps. Tout le temps. Et c'est vraiment lui, enfin je dois dire, et le couple qu'il formait avec sa femme, qui ont fait que et l'amitié que j'ai pour Stéphane bien sûr, mais bon, et puis parce que je connais d'autres gens ici, c'est pas un hasard quoi, que le milieu fasse qu'on retrouve des gens communs qui ont un intérêt commun, et c'est tellement plaisant ça. Mais la pensée de ce lieu et celle d'Étienne surtout, qui m'ont accroché avec une... Et dans le civil, Dans le civil. que fais-tu? Ah oui, dans le civil, qu'est-ce que je fais? Ah, voilà, je voulais dire la modestie. C'est incroyable. Et pas le carcan universitaire, mais la force et la puissance de la pensée universitaire. Oui. Alors ça, c'est... Voilà. Il se nommait un rebelle discipliné. Et ça, c'est une rencontre, moi je trouve formidable. J'ai rencontré pas mal d'universitaires, pas mal de gens un peu minés, tout ça. Là, une richesse et une intelligence de pensée qui n'était pas sclérosée dans le cadre universitaire, mortifère. Voilà, donc je veux remercier et saluer le souvenir de cet homme que j'ai trouvé vraiment formidable. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais plus rien. Je suis retraitée. Voilà, je suis retraitée. Oui. Voilà. Une retraitée qui n'a jamais le temps de se voir. Sa consultation est toujours pleine. Oui, c'est vrai. Bon. C'est vrai que j'ai pas cessé d'être engagée dans le collectif. Actuellement, c'est l'interurgence, interhospitalier, parce que je suis médecin en fait. Un peu médecin, mais je suis médecin et psychiatre. Donc je fais partie du collectif Printemps de la psychiatrie, cet après-midi d'ailleurs, qui est à l'avancée des crèves dans le secteur psychiatrique. Voilà. Et l'histoire de l'interculturalité, c'est tellement proche de l'altérité, au regard, de la folie, que bon, voilà. C'est ça qui m'anime surtout.
Emmanuel Ricard. Parle plus fort qu'on peut. Emmanuel Ricard, je suis médecin de santé publique de formation. Et en fait, j'ai rencontré Étienne parce que je travaillais sur le SIDA, je me suis intéressé aux questions d'interculturalité du fait de ce que mettait en mouvement cette épidémie et les questions qu'elle posait sur les comportements, les attitudes, la perception de l'autre. Et en fait, je me suis inscrit à son DEA et il m'a accepté dans son DEA alors que j'avais, en dehors de mes études, je n'avais pas d'études dans le cadre juridique et tout ça, même si j'avais suivi quelques séminaires à l'école des hautes études en anthropologie de la santé. Et puis, c'était dans les années 2000, donc c'est tombé l'année où il a eu cette méningite avec son coma, dont il a ressurgi, et où il a repris toute cette activité. Donc une vraie résurrection. Et puis, donc ensuite, j'ai continué à le suivre comme ça, de loin puis de près avec regard. Et puis comme je suis de Picardie, il y a des choses qui m'ont intéressé aussi sur d'autres aspects, sur d'autres liens, et puis sur ces questions, vous avez évoqué les uns et les autres, de comment à partir de la terre, il y a des questions de droit, de comment on accueille les autres au fur et à mesure que les gens passent sur les terres, et comment les coutumes se distinguent des questions des lois, et comment elles nous formatent cette question d'être ensemble. Son dernier ouvrage est justement sur la terre, sur les communs en Afrique. Et il avait vraiment à cœur la question foncière. C'était un autre de ses... Frédéric en parlera, je pense. Oui. Stéphane Granado, donc moi je travaille dans l'éducation nationale, j'ai connu Regard grâce à Maï, ma compagne qui est là. Et donc moi ces questions-là m'intéressent énormément, ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'éducation nationale. Donc cette année, maintenant je suis coordinateur REP, j'ai été longtemps conseiller principal d'éducation, notamment en REP, donc avec un public très mélangé. Et j'ai toujours été quand même étonné que cette question soit pas beaucoup prise au sein de la société française, et soit souvent évacuée et souvent dans une opposition binaire. Voilà. Tout de suite on renvoie au communautarisme, voilà, le côté républicain, la République unie indivisible. Voilà, je trouve que la France est un peu fermée sur ces questions-là. Donc moi j'ai eu la chance de participer à pas mal de samedis de regard, et donc avec Stéphane et Étienne, c'est vrai que c'est hyper riche au niveau de la réflexion. Nos piliers, vous avez été nos piliers. Voilà. Maï ? Oui, alors, donc Maï Nana, je suis principale adjointe dans un collège du 93, et j'étais au Blanc-Ménil quand je pense que c'est au niveau de la ville et du département, voilà, Stéphane est venu faire c'était un colloque je crois, hein, avec les personnels comme médico-sociaux et... Vous n'étiez pas au bon endroit. J'étais pas au bon endroit. Et tout de suite, le regard et la manière d'aborder cette question de la culturalité, de la culture multiple, la diversité culturelle m'a vraiment intéressée, parce que nous travaillons chaque jour avec un public très divers. Bonjour. Bonjour. Et quelques temps après, aujourd'hui je suis à Bobigny, et Bobigny, quand on y arrive, j'ai une amie qui est venue pour la première fois me voir au mois d'octobre, et qui m'a dit, quand elle est arrivée là, elle s'est dit, mais où je suis? Elle venait de Lyon. Elle est passée dans le tramway? Elle passait dans le tram, donc elle a entendu parler mais des dialectes d'un peu partout. Elle cherchait sa route, et puis quand elle m'a appelée, elle me dit, je me rends compte qu'en parlant, c'était la seule langue, le français, je parlais enfin là, et elle se dit, mais comment vous faites? Et c'est vrai que le collège est vraiment riche. Je fais appel à des interprètes régulièrement pour nous traduire, mais dans toutes les langues. Il y a des Asiatiques, enfin des Moyen-Orientaux, des Indonésiens, enfin d'un peu partout, de l'Afrique aussi. Et quelques temps après, j'ai fait la connaissance donc d'Étienne Leroy, et sa sagesse
m'a ramené, j'ai vu mon grand-père, mes grands-oncles, quand ils parlaient, quand ils nous racontaient des histoires, et à chaque fois qu'il prenait la parole et qu'il expliquait, il revenait sur toutes ces questions-là. Il y a une douceur, et là, c'est un peu, j'en ai même pas parlé à Stéphane, mais quelque chose, une émotion qui rassurait, voilà, donc cette émotion-là reste. Au-delà, il n'est pas là physiquement, mais c'est quelque chose, je pense, qui va m'habiter encore longtemps, et je remercie à chaque fois le ciel de l'avoir connu, et merci. Excusez-moi, je suis désolée pour mon retard. Je suis Zara Madjoub, en fait, infirmière puéricultrice et directrice d'une crèche à Paris. Et actuellement, je suis à l'école des cadres et je fais un mémoire sur l'interculturalité. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer Monsieur Tessier. C'était une de mes étudiantes cette année. Voilà. Et je vous remercie de m'avoir permis de participer à ce tour de table et ces échanges. Non, merci beaucoup d'être venu. Bon, bienvenue. Et alors Frédéric, évidemment, c'est toi qui as aussi le plus d'annonces à faire. Oui. D'abord, moi aussi, excusez-moi d'être arrivé en retard, parce que du coup j'ai raté l'essentiel du tour de table. Donc moi je suis Frédéric Sultan, je suis engagé dans une organisation qui s'appelle... Il y a Catherine Sultan qui est là en face de vous. Enchanté. On est plus nombreux que ce que les gens pensent. Oui, tout à fait. Et puis il y a des dérivés assez nombreux. Et donc moi je suis membre d'une organisation qui s'appelle Remix Commons, Remix Bien Commun. Et j'ai eu l'occasion du coup de rencontrer Étienne Leroy quand on a croisé finalement la question des communs. Moi je l'ai découvert d'abord dans un livre où il avait présenté un article qui était sa présentation dans un colloque sur le droit et les communs. Ce qui m'avait frappé, c'est que c'était pour moi, qui n'ai aucune formation ni juridique ni économique, mais qui suis un éducateur de base ou un acteur d'éducation populaire, ce qui m'avait frappé, c'est que pour la première fois, je trouvais là une approche qui n'était pas une approche descendante, qui ne nous disait pas simplement que la loi était émise par l'État d'en haut et au mieux l'Assemblée nationale qui vote des lois, mais que finalement ce qu'on était en train de faire dans les communs, c'était effectivement quelque chose qui avait un rapport avec la production d'un droit qui nous était propre et qu'on expérimentait, pas nécessairement à partir des textes, mais au moins à partir de pratiques. Et ça, c'était vraiment, pour moi, quelque chose de complètement nouveau. C'est que je n'avais jamais rencontré ce discours-là dans mon environnement militant et scientifique. Et en même temps, c'était quelque chose de très intéressant parce que depuis plusieurs années, on était à la recherche d'une réponse de cet ordre-là, de quelque chose qui nous raconte autrement le droit et la manière dont le droit est produit, qui correspondent à la manière dont on le vit et non pas simplement la manière dont on nous dit qu'on devrait le vivre, si vous voulez. Et donc, du coup, moi j'ai commencé par lire ce texte et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer Étienne en lui demandant de l'interviewer. Donc on a sur notre site internet une longue interview de lui qui a été retranscrite, où il raconte tout son parcours et où j'ai du coup à ce moment-là effectivement découvert le parcours qu'il a réalisé. Et puis ensuite il est rentré dans notre cercle d'une certaine manière à travers des publications, notamment une publication qui a été dirigée par Silke Hilfrich et Lévi Gaulier, qui était une sorte de compilation de textes sur les communs. Et donc c'est très intéressant parce que des gens qui sont sur ces questions-là depuis des années découvraient là aussi quelque chose de tout à fait nouveau et une entrée qui était pleine de nouvelles perspectives sur le droit. Et puis, ces derniers mois, on a eu l'occasion de travailler ensemble en reprenant son dernier ouvrage, le dernier ouvrage qu'il voulait publier.
on est en train de préparer, nous, la publication de la deuxième partie de son dernier ouvrage, parce qu'il a été finalement divisé en deux. Je n'ai pas de date à vous annoncer maintenant, mais j'espère que ça sera dans quelques semaines, c'est peut-être un peu court, mais disons un mois ou deux, je pense qu'on sera en mesure de sortir la deuxième partie de cet ouvrage, avec l'aide d'une maison d'édition québécoise qui édite en libre. Et donc, le livre sera téléchargeable gratuitement. On aura un petit nombre d'exemplaires qui seront édités en papier, qui seront expédiés en France, qui seront amenés en France. Et ensuite, la possibilité, bien entendu, de republier à la demande. Voilà pour ce qui est des annonces, comme tu dis. Ça, mais c'est important. C'est très important parce que, justement, donc, quand on avait travaillé avec Étienne sur le sujet de la réunion d'aujourd'hui sur le travail, évidemment, on ne pensait pas ce qui allait se passer. Bon, aujourd'hui, on va quand même passer un petit moment, on l'a déjà fait à parler d'Étienne, dans la mesure où Regard est quand même essentiellement la pensée d'Étienne. C'est quand même beaucoup ça. Ce qui veut dire que, la première chose, il faut qu'on lui rende cet hommage-là. Donc, qui a été dit, sa modestie, sa générosité. Moi, ce que je disais, sa joie, sa jubilation aussi. Je trouve que c'est quelqu'un qui était extrêmement joyeux et pour lequel, justement, la recherche intellectuelle faisait jubiler. Et cette question de jubilation, moi, j'en étais complicité intellectuelle, vous savez bien, depuis 25 ans, qui est, pour moi, c'est une très, très, très grande perte. Et la question qui se pose, c'est après, Regard. Après, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, déjà, il y a une première piste qui est sur le champ de cette pensée d'Étienne sur les communs, qui s'ouvre. Et je pense que là, il faut que Frédéric prenne les choses en main au niveau de Regard. Il est très clair qu'il y a une phase critique de notre association qui va passer après cette disparition-là, et qu'il faut qu'on prévoie très rapidement la prise de relais, parce que la présence de Jacqueline montre qu'on a vraiment tous envie que ça perdure, que ça continue, sous d'autres formes, clairement sous d'autres formes, ce qui veut dire que on va probablement organiser une séance un petit peu formelle d'assemblée générale ou quelque chose d'extraordinaire pour voir quelles sont les formes sur lesquelles, et je compte sur vous tous et toutes pour nous inspirer de nouvelles formes qui nous permettent de continuer cette réflexion. Parce qu'on avait beaucoup de chantiers avec Étienne. Donc il y en a un sur le commun qui est là. Il y en a un autre qui nous a tenus en haleine depuis 20 ans, plus de 20 ans, c'est le diplôme universitaire, n'est-ce pas, Nicole? Je viens d'en parler. Parce qu'on est en phase justement de... Voilà. Alors, je donne juste un petit peu d'histoire, parce qu'avec Jacqueline et Étienne, depuis les années 97-18, nous voulions organiser un diplôme universitaire sur les questions d'interculturalité dans les institutions françaises. La prise en compte dont on parlait autour de table. Et puis après un certain nombre de péripéties, il s'est trouvé que Ségolène Royal, qui était ministre de la Famille, nous a dit « on va vous donner un peu de sous ». Et puis Ségolène Royal n'a plus été ministre de la Famille très rapidement. Et donc les sous ont disparu. Et depuis, on a essayé de trouver, jusqu'au moment où donc on a essayé avec Nanterre. Il y a eu la grève, il y a eu tout depuis 5-6 ans, et j'ai envoyé le dossier à Nicole. Alors maintenant, peut-être que Nicole va nous dire... On est en pleine phase de campagne pour habilitation des anciens et pour demander les nouveaux. Et je suis en contact avec la responsable de droit et santé. Et je pense te mettre en contact avec elle rapidement, mais ça va être par mail, parce que vu le confinement actuel... Oui, mais... Pour l'instant, le virus ne se transmet pas encore par mail. Il y en a, mais c'est pas le même. C'est pas le même. Et a priori, si elle est intéressée sur la question, on pourrait démarrer sur la prochaine campagne 2021-2025. Eh bien super, super. Comment
Quand vous dites les anciens et les nouveaux, vous parlez des DU. Des diplômes. Des diplômes universitaires. En fait, il y a une campagne pour l'ouverture sur 4 ans. Et il y a des diplômes qui existent déjà, donc est-ce qu'on les maintient ou pas, et où est-ce qu'on en ouvre d'autres. Donc là, ce serait plutôt créer un nouveau diplôme avec santé et interculturalité, mélangeant du droit, l'anthropologie du droit aussi. Et là, c'est la campagne. Alors, compte tenu des événements un peu rapides qui nous ont tous surpris, les échanges, de toute façon, maintenant, ils vont se faire... Bien sûr, oui. Téléphone. Téléphone. Non, tout à fait, ça fait 20 ans que ça dure, 23 jours près. Ça, les campagnes, c'est tous les 4 ans, donc si on attend encore, on risque d'attendre encore. Oui, donc il y a une date limite qui se profile. Pour 2021, oui, c'est... C'est un peu, on est en plein dedans, et donc il faudrait y Alors, aller. si donc ça se concrétise, il est clair que je ferai appel à vos expériences des uns et des autres, et à vos réflexions. Voilà, donc c'est une très bonne nouvelle. Donc c'est une deuxième piste. Voilà, c'est très bien, le diplôme universitaire. Très très bien. Alors, sur les questions d'intermédiation culturelle, je pensais qu'Ibra viendrait, et nous avait dit qu'il venait, parce que là aussi, moi je m'en suis beaucoup occupé, mais parce que c'était pour Étienne. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas anthropologue du droit. Donc je n'ai aucune légitimité, et c'est vrai que on pataugeait un petit peu. Véronique aussi, Dorner, qui était intermédiatrice culturelle, souhaitait qu'on relance le dispositif. On devait se rencontrer avec Étienne il y a quelques semaines, mais elle n'est pas là aujourd'hui. Donc c'était la troisième piste de développement que je voulais peut-être éventuellement développer, mais si on n'a pas de force vive, on sera obligé de la laisser tomber, quoi. C'est-à-dire que moi, en tant que médecin, je ne peux pas tout seul me permettre de lancer ça. Il ne faut pas obligatoirement un juriste, je pense. Non, mais il faut qu'il y ait au moins Ibra et Véronique. Qui ait suivi le diplôme, qui ait fait le diplôme, qui ait fait la formation, qui ait une pratique. Parce que. Et puis penser, il faut que ce soit formalisé, intellectualisé, élaboré. Oui, tout à fait. Non, moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Et je n'ai aucune prétention. Vraiment, tout le travail que je faisais, c'était pour Étienne et Jacqueline. Une facilité, oui. En fait, de faire un gros travail. C'était un facilitateur. Un facilitateur, c'est ça. Je n'étais que ça. Et je ne peux être que ça. Alors, je ne sais pas si vous, en tant qu'anthropologue du droit, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Je n'ai pas exactement compris le thème abordé. Alors, le thème abordé, c'est ce que Catherine décrivait dans sa présentation. Peut-être que tu peux en redire un mot. Je ne sais pas si c'était... c'est en fait c'était une rencontre entre, au départ c'est ça, entre des juges des enfants, c'est-à-dire des magistrats qui interviennent dans des familles qui sont en grande difficulté pour des enfants en danger ou des enfants délinquants, qui avaient à faire face à des familles qui présentaient des problématiques qui était, enfin c'était un angle mort, voilà, un angle mort, et donc au départ je crois que ça commence comme ça, du moment voilà, comment faire le lien, à la fois donner les éclairages aux juges pour qu'ils décryptent les choses, et puis être dans un positionnement qui respecte la place des uns et des autres et qui soit plus efficace au départ. Et donc ça, au départ, et dans le laboratoire d'anthropologie juridique, il y a eu des intermédiateurs et des juristes, donc qui ont été formés à la fois à connaître le modèle juridique français du droit de l'enfant, voilà, et en même temps, donc qui est un cadre très ouvert, puisque c'est des règles de droit, mais avec la dimension éducative, et en particulier une notion qui a pu être travaillée dans ce cadre-là, c'est celle de la recherche d'adhésion des familles. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un corpus juridique normatif commun, partagé,
mais une possibilité de l'ouvrir en fait, de l'aborder avec souplesse pour que voilà. Donc et donc ça a été, c'était cette, il y a un interstice comme ça qui a pu être occupé. Mais ça supposait que les qu'il y ait des juges des enfants d'accord pour accueillir de futurs intermédiateurs qui se formaient, le juge se formant aussi à l'approche interculturelle sans faire du culturalisme, hein, mais bon voilà, c'était tout cet enjeu-là à ce moment-là. C'était le fil de trouver ce fil du d'avoir cette réflexion commune en restant chacun à la juste place. Donc ça passait par des références intellectuelles, des bases théoriques, enfin très solides, et après un apprentissage assez pratique et partagé. Donc c'est construire une culture commune en fait. Donc ça supposait ça suppose, hein, je pense qu'il y avait quand même eu cette question, comment c'est le laboratoire d'anthropologie juridique qui a permis cela, oui, grâce sous l'égide d'Étienne, hein, mais qui a permis cette rencontre entre et on retrouve tous les traits de caractère que vous avez décrits d'Étienne, hein, de la jubilation à la modestie, à la curiosité et à la clarté. Je pense aussi, moi, beaucoup à la clarté de la pensée extrêmement claire, donc qui permettait comme ça d'ajuster qui doit permettre d'ajuster ces différents niveaux. Donc, voilà, la démarche, c'est ça. Et en fait, il proposait une autre lecture du droit qui était vraiment basée sur les conduites et les comportements. Et il a rencontré quand même énormément de difficultés pour l'intermédiation culturelle qui était d'ordre politique. Évidemment, par exemple, entre 2005 et 2009, on ne pouvait plus en faire, c'était complètement fermé. Il y avait aussi à lutter contre les stéréotypes, à former les étudiants. Donc il y avait un volet formation et puis le volet plus pragmatique dans les cabinets. Et dans cette formation, c'était plutôt les thésards, ceux qui étaient en thèse. Donc il y avait une grosse responsabilité parce qu'en fait, comment placer près des familles. Oui, parce qu'en fait, les juges des enfants désignent un intermédiateur auquel il confie une mission d'être dans le lien entre la décision du juge, le service éducatif que le juge a pu mandater et la famille. Donc c'est ce rôle. C'est l'ombre portée du droit, l'intermédiateur en fait, du juge, pardon. C'est l'ombre portée du juge. Oui, mais avec ce travail très subtil en fait de prendre la place de personne, mais et d'éclairer, d'être toute l'interface entre les uns et les autres. Donc ça passait par une ordonnance d'un juge qui missionne un intermédiateur, qui demande il faut que ce soit accepté par la famille, et ensuite c'est un rapport écrit. Donc c'était quand même tout un travail très formel, très rigoureux. On retrouve le rebelle discipliné. D'où l'importance du DU en fait. Oui, voilà, pour pouvoir que ce soit... C'était deux pistes différentes. Il y avait une formation spécifique à l'intermédiation culturelle en justice des mineurs, et le DU est beaucoup plus pluridisciplinaire. Parce que le DU s'adresse aussi bien à l'éducation nationale qu'à la médecine. Voilà, c'est la question de l'interculturalité et l'institution, une vision plus globale. Alors que la formation intermédiateur est une formation pragmatique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les décisions, qui prend les choses, quel est le rôle de chacun dans le cabinet du juge. Enfin, c'était vraiment... Ce que je veux dire, c'est que pouvoir avoir des personnes formées qui ont, par exemple, un diplôme universitaire, justement, vraiment spécialisé là-dedans, c'est... Mais il fallait qu'il fasse un stage, je sais pas, de plusieurs mois dans le cabinet du juge pour vraiment maîtriser le cadre, quoi. Voilà. Est-ce que la famille peut aussi faire appel à un intermédiateur? Non. Une médiatrice. Ça devrait être comme ça. Elle peut demander au juge. Oui, mais enfin, c'était... Si Véronique m'a dit que il y a eu quelques fois où ça s'est produit. Ah, oui.
Mais il faut que le juge soit ouvert. Il faut que le juge soit d'accord pour le faire. Mais... Parce que la famille ne peut pas exiger. Si c'est ça la question. Non, c'est pas exigé. Non, j'entends par là que le juge peut faire appel à un intermédiaire, Donc, est-ce qu'une famille peut aussi, de son côté, faire appel il faudrait dans ce cas-là qu'elle passe par une association ou qu'elle demande à être accompagnée. Donc mais ça ne serait pas la même mission, c'est-à-dire que là, l'intermédiateur n'aura pas de rapport à faire au juge, mais la famille pourrait, oui, comme on se fait accompagner par un tiers pour se sentir plus solide. Je pense que ça se fait par l'intermédiaire de certains. Là, c'est d'ailleurs pas des gens qui ont la même formation, mais par des associations qui peuvent exister dans certains secteurs. Il arrive que c'est de la prévention, en fait. C'est ce que tu faisais avant. Oui, ça peut arriver. Ça arrive. Oui. Donc ça, c'est une autre piste, mais qui pour l'instant est en jachère. Faute de force vive. Oui. On peut peut-être essayer de recontacter, je ne sais pas, mais apparemment. Oh, c'est pas faute de l'avoir fait. Ça fait quelques années, Ibra, avec Étienne, on était... Alors Ibra est reparu ces derniers mois. Parce que lui, faisait partie, parce que finalement, on avait des intermédiateurs qui sont nommés en tant que personne. C'était un certain nombre. Ibra, moi je l'avais embauché au Crésif en CDD de 3 mois avec Botimela, justement pour qu'ils mettent ça en place. Ils étaient en 99-2000. Donc tu vois que ça fait... C'est pas récent. Véronique Dorner continue sur Haïti. Continue à en faire, oui, elle. Mais elle le fait ponctuellement. Et elle le dit elle-même. C'est compliqué parce qu'en fait, et puis au niveau des magistrats, ça bouge aussi beaucoup. Donc là, même au niveau, quand Étienne faisait de l'intermédiation, évidemment, ceux qui étaient en thèse après partaient. Donc c'est difficile à concilier les deux, quoi. Il faut trouver un nouveau vivier maintenant qui n'est plus le laboratoire d'anthropologie juridique. Alors voilà, il faut trouver un autre endroit universitaire, un autre support universitaire qui ne soit pas le LHJP qui a disparu. Voilà, c'est aussi ça. Bon. À Nanterre, il n'y a pas justement... Il y a oui. Maintenant, il faut trouver des enseignants intéressés qui s'intéressent à la question, parce que souvent, ils ont leur champ de compétences et... Ils sont souvent aussi débordés par d'autres missions, mais oui, ça peut être une piste. Moi, je ne les connais pas tous, donc... Et puis, c'est un thème qui n'est pas très glamour. C'était apparu à partir d'un besoin et d'une rencontre, en fait. Oui, c'est comme ça, c'est-à-dire que c'est le tribunal pour enfants de Paris, au départ, qui s'était mis et qui avait travaillé avec... Non, au départ, c'était avec Toby Nathan. Avec Toby Nathan. Oui. Voilà. Au départ, c'est Toby Nathan qui fait des consultations. Tous les juges vont dans ces consultations à Bobigny pour avoir un éclairage et comprendre des fonctionnements familiales, des signalements qui leur étaient présentés et qu'ils ne comprenaient pas. Enfin, c'était tout à fait... Et il y a eu parfois des questionnements sur ce que c'est le point de départ, qu'est-ce que c'est que de faire de l'interculturel, est-ce que c'est complètement, comment se retrouver à la juste place, ne pas reprendre ne pas être apprenti sorcier, en fait, c'était ça. Et Alain Bruel qui a commencé avec Toby Nathan, avec qui ça a été d'ailleurs une très belle expérience aussi, très intéressante, mais certains ne s'y retrouvaient plus. Et donc l'idée était de cette rencontre, elle a permis d'être plus dans l'ajustement, c'est éthique et politique, je crois, et donc ça a été un besoin, et je pense que Étienne Leroy était passionné par ça. Ils ont été tous les deux passionnés, mais c'est vrai que ça a été 2 hommes qui ont porté... Mais aussi dans l'interdisciplinarité, c'est-à-dire s'il m'a demandé, Étienne, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, moi je travaillais sur la question des enfants des rues à Bogota avec toi au Centre national de l'enfance, et en 92-93, il m'a demandé de venir dans les groupes de pilotage, ça s'appelait un comité de pilotage au tribunal pour enfants de Paris, parce qu'il voulait un regard médical. C'est-à-dire qu'il voulait justement que ça ne soit pas que les juristes, et que ça soit aussi... En fait, ça ne peut exister qu'en recréant une telle rencontre. Qu'il y ait des...
Et donc cette interdisciplinarité pour ne pas rester enfermé dans le domaine juridique et pouvoir aussi avoir le côté... Alors bon, là on est dans cet état-là de jachère, on va voir si Ibra et Véronique, qui sont les deux seules personnes que je vois aujourd'hui capables de reprendre le flambeau. Boutimela peut-être, mais enfin, non, Boutimela non. On l'a pas vu. Non. Enfin, je suis sans... C'est enregistré. Oh, ça faut pas y compter. Non. Il faut savoir qui, voilà, sur qui on peut compter. Mais dans ce que vous évoquez, il y a un peu deux questions qui se télescopent. Il y a qui peut porter la pensée, la pratique, et donc rester dans la continuité de ce développement. Et puis après, il y a la question des institutions et comment être accepté et entre guillemets concilié avec ces institutions, puisque l'intérêt d'Étienne, c'est qu'il pouvait être dans cet entre-deux qui permettait à la fois de, je dirais, reconnaître les uns, reconnaître les autres, tranquilliser un peu le débat, parce que dans ces périodes politiquement chargées, il y avait besoin du côté du sage qui permettait de dire non, il ne va pas y avoir de débordement, ça ne va pas être politisé. Et c'est un peu ça qui est aujourd'hui sous tension ou sous absence de tension. Oui. Les deux sont incontournables, bien sûr. Bien sûr, mais sans force vive, on ne peut pas tenter d'approcher les institutions. Tout à fait. Mais ça ne suffit pas. C'est vrai que j'ai aussi l'impression qu'il y a vraiment deux choses qui sont un petit peu pas différentes, mais qui se rejoignent. Il y a vraiment la pensée, en l'occurrence de M. Leroy, et le côté institutionnel qui me paraît un peu plus... Ces deux problématiques qui sont un peu... Elles ne sont pas différentes, mais c'est pas exactement la même chose. Et en l'occurrence, pour reprendre la fin de la conversation, du point de vue de la pensée juridique et des anthropologues du droit, que je connais encore, je suis certain que les collègues avec qui j'ai encore des contacts, certains pourront... il y aura forcément des personnes qui peuvent être intéressées pour être au-dessus du... Alors je le dis de manière très simple parce que je rejoins ce que disait monsieur, excusez-moi, c'est que on ne passe pas enfin à ma connaissance et des gens que j'ai connus, on ne passe pas dans l'enseignement laboratoire d'anthropologie juridique sans, au bout de 6 mois, changer de paradigme. C'est quelque chose qui c'est pour beaucoup et pour la majorité des juristes qui passent par cette formation, il y a c'est un bouleversement quasiment de paradigme pour beaucoup, et donc sur la question des deux personnes qui puissent parler sur la pensée d'Étienne Leroy, ou au moins reprendre quelques parties, je pense qu'il est largement possible de trouver des collègues juristes pour aider. Eh bien, toute initiative est la bienvenue. Franchement, toute initiative est la bienvenue. Et puis ici, vous voyez, donc il y a des gens de bonne volonté. Donc, encore une fois, c'est cette rencontre qu'il faut recréer, et qui pourrait, à mon avis, reprendre avec les travaux qui ont été faits par Étienne et par Alain Bruel et par toi, etc., qui serait le terreau, qui serait une référence, mais il faut qu'il se l'approprie et il faut que ce soit... ça peut pas être plaqué, quoi. Non, ça peut pas être plaqué. Ça peut être une source d'inspiration, une référence, mais il faut provoquer une nouvelle rencontre. Absolument. Mais voilà, je pense qu'elle est possible. Moi, je suis sûre que du côté des juges, elle est possible. Après, sur la question, la deuxième, c'est qui paye. Alors ça, c'est beaucoup plus compliqué, mais ça ne vient qu'après. Enfin, oui. Mais déjà, si la pensée peut réémerger, on retrouve les juges grâce à Catherine, on essaie de mettre une nouvelle rencontre en place, et ben voilà, au moins, voilà, ça fait une troisième piste de développement. Oui, je pense quand même le rôle des étudiants au niveau des communs, il y a vraiment une réelle transmission. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont repris, qui sont rentrés dans ce paradigme. Et au niveau de l'Agence française de développement, par exemple, il y a vraiment un relais. Et c'est vrai que si ça pouvait se faire aussi au niveau
l'intermédiation culturelle, ça serait formidable, parce que c'est vraiment quelque chose qui... Vraiment, il trouvait que c'était vraiment formidable comme expérience, quoi. Il l'a présenté il y a un an. C'était il y a un an exactement. Oui, c'est en ligne sur le site de Regard. Sur le site de Regard, à Roubaix, parce qu'à l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse, un hommage avait été rendu à Alain Bruel, qui est décédé il y a 2 ans, je crois maintenant 3 ans. Et donc, parmi donc Alain Bruel, qui a été président du tribunal pour enfants de Paris, qui a été juge des enfants, enfin qui est un peu le père spirituel de génération de juge des enfants, enfin d'une certaine génération. Donc un hommage lui a été rendu à l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse, et parmi ce qui a été mis en avant dans la vie d'Alain Bruel et dans ce qu'il a pu apporter à la justice des mineurs, il y avait cette dimension, et Étienne a fait une communication en vidéo, oui. En vidéo, où il explique très clairement, très simplement, à la fois le sens de cette démarche et ce que ça lui a apporté. Et on comprend en entendant et en lisant à quel point ça a été important pour lui. Il a aussi, dans les mélanges de Christine Lazerge, il a aussi fait... Donc, Christine Lazerge est aussi une juriste qui s'est beaucoup intéressée aux droits de l'enfant. Donc oui, il y a beaucoup de traces de la pensée d'Étienne qui sont disponibles et qui peuvent... Donc vous l'avez en ligne, hein, cet entretien enregistré, donc c'est directement. Et puis alors il y a aussi le premier ouvrage, parce que Frédéric a parlé du 2e ouvrage, mais donc il y a le premier ouvrage qui a été publié par l'AFD, oui, tout à fait. Qui est un ouvrage très intéressant parce que Étienne décrit son parcours. Je peux le faire circuler d'ailleurs. Et malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver le lien sur le site de l'AFD. Ben, c'est sur j'ai cherché, je peux te dire, partout. Tu as regardé tout au début? Tout au début, j'ai regardé, oui, ils disent, et sur ces coordonnées-là, on ne trouve pas. Il y a le secrétariat. Là, le secrétariat. Alors il faut envoyer un mail. Effectivement. Mais je voulais mettre un lien sur le site internet. Et en fait, bon. Voilà, donc je dirais peut-être qu'il faut le commander, quoi. Il faut que les gens le commandent de façon individuelle à l'AFD. Bon, là, en fait, dans cet ouvrage, c'est tout son parcours de recherche. Donc c'est assez intéressant ce que lui ont apporté les gens. Et donc c'est un peu biographique. C'est même totalement biographique. Donc il faut le commander, quelques traits du monde. Je pense qu'on peut le commander à l'AFD. Hein. Ben, je pense là il y a quand même il y a une adresse mail. Oui, une adresse. Il y a l'adresse mail. J'ai pas essayé l'adresse mail. Moi je pensais qu'il y avait au moins un endroit où le livre serait cité, au téléchargement, ou au moins un bulletin de commande. Il n'y a rien. Alors, je pense qu'il faut le réécrire. Oui. Voilà. Est-ce que, par rapport à... vous ne connaissiez pas Étienne Leroy, malheureusement? Malheureusement non, mais en l'écoutant, je regrette de ne pas le connaître, déguisant effectivement. Oui, non, c'est une très très grande perte pour tout le monde. Il a laissé... Mais il a laissé quelque chose, et à notre responsabilité de continuer à avancer. Oui, tout à fait. Ils sont encore vivants à travers ce qu'il a apporté à tout le monde et à travers ses écrits. Absolument. Absolument. C'est une chance. Hein. Ouais. Donc vous trouverez sa bibliographie aussi, enfin une partie de sa bibliographie, d'une part sur ce livre, mais aussi sur le site de Regard, avec quelques ouvrages, La Terre de l'autre, qui sont des ouvrages majeurs en termes justement de l'organisation foncière. Je sais pas, c'est Emmanuel qui parlait de l'organisation foncière. Il n'avait pas terminé l'étude de chef de oui, parce que ça fait pas c'est ça. Actuellement, oui. Bah oui, je sais. Il faut que je revoie avec Florence Piron Donc, donc on aura le lien pour le 2e livre bientôt. Donc, oui, c'est difficile de vous dire quand pour l'instant. Oui, non, mais, cet été. Voilà, cet été en tout cas, oui, certainement.
Donc tout le monde a accès au site de Regard. Est-ce que, oui, alors, qui ne reçoit pas les informations de Regard? Parce que comme là j'ai changé de logiciel, tout le monde reçoit. Non, mais il y a des gens que j'ai rencontrés qui n'avaient pas reçu. Oui, qui n'avaient pas reçu. Toi, par exemple, voilà. Oui, absolument. Et donc, je vais être obligé de faire un deuxième. Ah, tu reçois tout maintenant? D'accord, parce que ça peut arriver dans les spams, ça peut arriver dans les. Bon, très bien. Donc, je vous propose peut-être qu'on passe au sujet qu'on avait envisagé. Juste un point de technologie. Sur les spams, ça peut être conditionné par le nombre d'envois que tu fais. Puisqu'il y a certaines boîtes qui, à partir du moment où c'est envoyé par un logiciel qui fait beaucoup d'envois, considèrent que c'est un robot. Et, oui, je sais. Mais j'ai essayé justement de fractionner mes envois, de les faire par paquet de 50, mais ça fait pareil. C'est pareil. Donc maintenant, je l'envoie par 500. Parce que par paquet de 50, en plus, il faut le faire toutes les 20 minutes, parce que si je fais moins de 20 minutes, c'est mon truc qui bloque le mail. Et j'ai plus de mail pendant 1 heure. Donc, c'est quelque chose de la logistique. Hein. C'est beau, c'est beau. Avant de passer au sujet, je voudrais m'adresser à Jacqueline. Comme on est dans l'interculturalité, il y a un proverbe malgache qui dit mais je vais essayer de traduire difficilement, parce que quand on traduit quelque chose, ça perd un peu de son âme aussi. Que honneur soit donné aux vivants, ils ont enterré leur cher défunt avec dignité. En tout cas, je pense que nous avons tous été très très touchés par les marques de soutien que vous nous avez envoyées. Et en particulier donc au niveau de Regard. Merci à vous. Et votre présence aujourd'hui en est une démonstration. Donc il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue. La question du travail. Donc la question du travail d'interculturalité, on l'a évoqué à plusieurs reprises au cours des samedis de Regard, avec des invitations itératives. Jacqueline s'en souvient. On avait eu des jeunes, un jeune intérimaire en particulier qui travaillait la chaîne et qui avait une réflexion très intéressante et on avait préparé le samedi de Regard et puis 48 heures avant, il nous a dit « Oh non, désolé, je ne peux pas venir ». Bon, et puis on ne l'a plus jamais revu. Donc, malheureusement, c'est une question aussi... moi j'avais mon frère qui intervient à l'université d'Angers sur ces questions de management interculturel dont vous parlez tout à l'heure, et qui dit clair non, je veux pas venir, c'est trop pour moi, comme si on allait les manger, et que finalement on n'a jamais réussi à trouver de personnes susceptibles de venir apporter une réflexion sur l'interculturalité dans le quotidien professionnel non institutionnel, parce que l'interculturalité dans le quotidien professionnel, c'était du livre, mais c'est les agents qui sont en contact avec la population, donc on parlait de l'éducation nationale, du juge des enfants, etc. Mais dans le quotidien d'une usine, d'un magasin, la restauration collective. Mon frère il travaille dans l'hôtellerie, donc là aussi, comment on gère une équipe pluriculturelle. Moi je l'ai travaillé avec les puéricultrices dans le programme de formation durant lequel on leur demandait d'amener des situations dans lesquelles la culture ou la religion semblait faire obstacle à leur pratique. Et sur les 810 situations, il y en a eu une petite dizaine où la question de l'équipe interculturelle avait posé problème. Que des questions linguistiques, des gens qui parlaient entre eux et qui excluaient les autres, des stéréotypes, mais globalement, c'est pas vraiment pensé. Alors, dans l'introduction qu'on avait travaillé avec Étienne, vous avez vu qu'il y avait 2 pistes. Une piste sur le fameux arrêté Voltaire, ou Molière. Donc il fallait que les gens disposent d'un certificat de français avant de travailler sur les chantiers. Ce qui pose effectivement un certain nombre de questions. Est-ce qu'on a vraiment besoin de parler français pour comprendre les injonctions de sécurité?
Et puis le deuxième question, c'est comment est-ce que le rapport à la hiérarchie, le rapport au travail s'inscrit dans une interculturalité. Est-ce que c'est universel? Et ça, j'ai pu le toucher un petit peu en Guyane d'ailleurs. Là, dans mon dernier voyage en décembre, où on me racontait les histoires de soignants issus de la métropole et qui s'entraînaient dans une relation soignant-soigné extrêmement hiérarchique. Parce que la population semblait s'accorder sous cette hiérarchie qu'aujourd'hui plus personne ne veut vivre en métropole, hein, où le docteur c'est le grand docteur, là maintenant tout le monde est en négociation et essaye au contraire d'avoir une relation beaucoup plus égalitaire, mais là-bas la relation se repositionnait spontanément dans une relation dominante, extrêmement dominante, et avec des enjeux de prise en compte de la diversité, plus ou moins. Voilà. Donc voilà. L'idée, c'est aujourd'hui de faire des échanges autour de cette problématique. Et puis, je vais faire